Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, plus de 150 feux de forêt brûlent à travers le Québec et plusieurs Premières Nations ont été évacuées. L'Assemblée nationale du Québec somme le gouvernement Legault à respecter son engagement de conclure le futur projet de traité Petapan. Les tensions montent de nouveau à Val-d'Or entre les Autochtones et les non-Autochtones. Oui, bonjour. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Je suis Émilia Fournier et je remplace Shushan Bacon cette semaine. Plus de 150 feux de forêt brûlent à travers le Québec. Plusieurs Premières Nations ont été évacuées et les incendies ne montrent aucun signe de ralentissement. Shushan Bacon nous apporte cette mise à jour. Devant l'évolution de la situation, le Comité des mesures d'urgence d'ITEM a pris la décision d'ordonner l'évacuation du secteur Magnotenam avant 17 h ce soir. Vendredi dernier, le chef d'Ouachette-Mac Magnotenam, Mike McKenzie, a pris cette décision. Ce sont 1500 résidents de Magnotenam qui ont dû quitter leur foyer, puisque des milliers d'hectares de forêt boréale brûlent au nord de cette communauté. L'armée canadienne a été demandée en renfort. 138 soldats sont en action depuis hier et une centaine sont attendus aujourd'hui. L'évacuation est maintenue pour 24 heures. Même si on peut avoir l'impression que c'est loin par moment, les feux sont à nos portes. La force et la superficie du feu sont vraiment impressionnantes. Ce n'est pas seulement Magnotenam qui a été évacué. 2 autres communautés Anishinaabe ont dû quitter leur foyer à cause de la fumée incommodante dans l'air en fin de semaine. Kiksakik et le Lac-Simon se sont réfugiés à Val-d'Or, Picocan et Santerre. Wemantashi et Obidjouan ont déclaré l'état d'urgence. Selon le chef d'Obidjouan, le feu le plus près se trouve à une vingtaine de kilomètres et que la fumée est présente dans sa communauté. Par mesure préventive, on a décidé d'évacuer nos personnes vulnérables, des gens qui sont aux prises avec des maladies pulmonaires. Aujourd'hui, dans les prochaines heures, on a mis en place un plan d'évacuation pour nos personnes qui n'ont pas nécessairement la santé bonne. Il ajoute que sa population sera dirigée au lac Saint-Jean. Tous espèrent une aide de Dame Nature alors que la pluie se fait attendre. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake. La finalisation du futur traité Petapan se fait toujours attendre, puisque la province s'est retirée de la table de négociation à la dernière minute. Alors que le mois dernier, Essapit, Mashtoyach et Nutashquan ont signé l'entente avec le fédéral. Maintenant, c'est l'Assemblée nationale du Québec qui somme le gouvernement Legault à respecter son engagement. Voici un reportage de Shushan Bacon. Madame la secrétaire générale, pour le résultat du vote. Pour 114, contre aucun, abstention aucune. Alors, cette motion est adoptée. L'Assemblée nationale du Québec a voté en faveur et à l'unanimité pour la motion obligeant le gouvernement du Québec à finaliser le projet de traité Petapan. Honnêtement, je suis très, très satisfait de cet exercice aujourd'hui. J'ose croire qu'à partir de maintenant, le mandat de négociateur du Québec a été confirmé. L'automne dernier, François Legault avait exprimé l'engagement de conclure une entente avec le regroupement Petapan pour le 31 mars 2023, alors que le Québec s'est retiré de la table de négociation peu de temps avant cette date. Depuis, Mashtoyach, Essapit et Nutashquan disent que c'est silence radio. La semaine dernière, le porte-parole de l'opposition officielle aux relations avec les Autochtones a déposé une motion à l'Assemblée nationale. En reconnaissance de l'importance de conclure une telle entente, elle demande au gouvernement du Québec de poursuivre les négociations accélérées afin de parvenir à un accord dans les plus brefs délais. Durant la période de questions précédant la motion soumise au vote, Yann Lafrenière a rappelé l'importance de rassurer tout le monde. Vous savez bien que la majorité des gens soient d'accord avec Petapan. Il y en a qui sont en désaccord. Il y a des communautés autochtones qui me demandent de ne pas signer Petapan. Y a-t-il le consentement pour débattre de cette motion, Monsieur le leader du gouvernement? Oui, Mme la Présidente, il y a un consentement sans débat. Monsieur Lafrenière-Vachon. Par la suite, les 3 communautés ainsi que les 3 partis de l'opposition ont rencontré les médias.
en s'assurant de garder en souvenir cet événement où l'Assemblée, tous partis confondus, a parlé d'une seule voix sur ce projet de futur traité. C'est pas la première fois là, que les chefs demandent à rencontrer le premier ministre. Rappelez-vous les publicités qui circulent présentement du gouvernement de la CAQ. Hein? On discute de nations entre nations. Bien, discuter de nations entre nations, c'est plus qu'une pub. Mais ce que je n'accepte pas, et ça, c'est mon moteur profond d'être là, c'est que le premier ministre de ce gouvernement-là, depuis qu'il est élu, rencontre plus souvent des chefs d'entreprise qu'il rencontre les chefs des autres nations avec lesquelles on partage le territoire. Les chefs sont ici, nous demandent d'intervenir, nous répondons présents. À notre gouvernement de réagir pour un projet fantastique. Regardez ici, s'il vous plaît. Malgré que le négociateur représentant la province ne s'est pas présenté à la rencontre prévue le lendemain du vote, les chefs restent optimistes, même si Pedaben est toujours en attente après 43 ans de négociations. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'Apéten, Wendake. Après la pause, les tensions montent de nouveau à Val-d'Or. Restez là. Bienvenue. Il y a un nombre croissant de personnes qui vivent dans les rues de Val-d'Or et plusieurs sont autochtones. Le Centre d'amitié autochtone à Val-d'Or essaie d'offrir des services aux résidents vulnérables parmi une communauté divisée. Voici un reportage que j'ai préparé pour vous. C'est des Amérindiens qui sont là en groupe, puis ils sont là régulièrement, puis ils sortent de là comme des zombies à 5-6 heures le matin, mais où est-ce qu'ils vont? Ils s'en viennent en ville. Les tensions entre la population autochtone et non autochtone existent depuis longtemps à Val-d'Or. Tu sais quoi, toi, aller au guichet automatique à 5 heures le matin, puis qu'il y a 3-4 Indiens couchés au guichet automatique? Plus spécifiquement, la ville d'environ 30 000 habitants est préoccupée par le nombre d'itinérants dans les rues, une population qui est déproportionnellement autochtone. Il faut que la ville elle agisse à un moment donné. Mais les solutions qui ont sorti de cette réunion municipale le 15 mai ont été controversées. Quand on dit des mesures sérieuses, c'est de la répression. Ça veut dire c'est de trouver moyen d'enfermer. Et comme on l'a dit, le fameux noyau de 25-30 individus qui font la crainte de tout le monde ici présentement. Alors, ici, la population itinérante est en croissance. Le reflet naturel des gens, c'est un peu de faire disparaître cette situation d'itinérance parce que ça semble être une situation qui est nuisible. Au Centre d'amitié autochtone, Joanne Lacasse est la gestionnaire des services pour les sans-abri. Elle dit que l'itinérance est un enjeu social qui ne peut pas être enfermé. Pour les commerçants, la population qui ont une perception que l'itinérance est souvent liée à une situation de violence ou de délinquance, qui est vrai en partie, oui, mais pas pour l'ensemble. Edith Cloutier, la directrice du Centre d'amitié, dit que la plupart des Autochtones à Val-d'Or ne sont pas en situation d'itinérance. Et beaucoup des itinérants vivent ici depuis des générations. Quand on entend les gens avec des propos de dire bien, on devrait retourner les personnes itinérantes dans leur communauté, bien, leur chez eux, c'est la ville, c'est pas la communauté. Donc, pour eux, la ville devient leur chez eux. Victor Tusky est un homme algonquin en situation d'itinérance à Val-d'Or depuis 5 ans. They put everybody in the same boat, you know. That's why I think their mentality, you know. That's they have to change their mentality towards individuals out there. Avant que son alcoolisme lui remporte, Tusky était un policier. And I had an apartment, I had everything. Just like that, I lost it. I went through a tough time, so that's why I ended up in the streets there. Avec l'aide des services intervenants, Tusky est maintenant sobre depuis 1 mois. It was very destructive to me, you know, and I almost couldn't get out of it. And luckily, I had to do the same steps, go see, reach out for help, which they helped me. Mais il dit qu'il ne peut toujours pas entrer dans la plupart des commerces de la ville. Not even allowed today. None of the stores, you know. Not even Jean Coutu. I was kicked out there. Tried to get my medication or buy
felt for my shoes. Tusky dit que la peur des gens dans les rues de Val-d'Or va dans les deux sens. Il y a 15 ans, un groupe d'hommes blancs lui a battu sans raison. From head to toe, every one of them kicked me. And I was kind of surprised I was still alive. I was in bed for 10 days after that. Mais Tusky dit qu'aujourd'hui, la violence raciste a diminué. Quand la mairesse de Val-d'Or a demandé à Dufour d'envoyer plus de policiers de la SQ, Dufour a dit que le reportage d'enquête de 2015, où des policiers ont été accusés d'abus de femmes autochtones, ont fait en sorte que les policiers sont démoralisés et ne font que le strict minimum à Val-d'Or. Mais ce n'est pas l'expérience récente de Victor. It was good that, tried to make me snap out of a situation which I've lived before, with alcoholism, living on the streets. Et le Centre d'amitié autochtone appuie la demande de la mairesse pour plus de policiers de la SQ. Ça va faire partie de la solution, évidemment, pour atténuer un petit peu les craintes de la population. La CAS dit que l'autre partie de la solution est de construire des logements pour les personnes en état d'itinérance, quelque chose que le Centre d'amitié planifie faire d'ici l'année prochaine, et assurer que les personnes comme Victor puissent avoir accès aux ressources dont ils ont besoin pour guérir. It makes me feel good about myself to be able to have hopes and dreams, So that's one thing that's is making me feel good about myself to be responsible that day by day. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Val-d'Or. Si vous vous trouvez dans un restaurant de New York cet été et que vous commandez du homard, il se peut que ce soit un Mi'kmaq de l'Est du Canada qui l'a pêché en vertu de son droit de s'assurer une subsistance convenable. Un reportage d'Angel Moore. 3 amis de longue date ont établi une route commerciale pour apporter le homard pêché des Mi'kmaq aux clients américains, ayant appelé leur entreprise Five Tribes Seafoods. Nolan Augustine et Derek Sock, de la Première Nation Elsipogtog, au Nouveau-Brunswick, ont formé l'entreprise, afin que les pêcheurs puissent obtenir un prix équitable pour leur prise. We fished for over 20 years, and then we've seen it, like, the non-native fishermen will get a much better deal than us. Five Tribes Seafoods a été nommé en l'honneur de la Confédération Wabanaki, des nations Mi'kmaq, Wolastoqey, Passamaquoddy, Penobscot et Abenaki. Son travail est de transférer le homard de pêche modéré de subsistance de l'océan jusqu'à la table. I think we have to cater to our brothers and sisters, and we have to try to keep it in-house, I guess, so to speak, from the beginning to the end. La compagnie a déjà connu un bon succès. Il y a quelques semaines, elle a transporté une tonne, soit environ 1500 homards, de la Nouvelle-Écosse jusqu'à Brooklyn, à New York, avec l'aide d'un ami, Brian Stevenson, de Philadelphie. Il a mis en relation Five Tribes Seafoods avec un distributeur américain de fruits de mer, the Brooklyn Lobster Company. Le homard Mi'kmaq est donc disponible dans les restaurants de New York. It seems history has dictated that they kind of isolated Mi'kmaq fishermen, not just from Canadian and U.S. markets, but international markets. And that's what we're striving for, to alleviate that. Five Tribes Seafoods espère exporter jusqu'à 5000 livres de homard par jour, à Boston, à New York, à Philadelphie, dans le New Jersey et éventuellement sur tout le marché américain. Well, this operation is more like a mom and pop operation, and it's catering to like United States mom and pop, and they're bigger mama and papas over there. L'objectif de Five Tribes Seafoods est d'acheter des homards de pêche modérée de subsistance auprès de toutes les nations Wabanaki. Un reportage d'Angel Moore, Nouvelle nationale d'APTN, Halifax. Découvrir l'art des Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, une communauté autochtone du nord de la Colombie. C'est ce que vous propose le Musée des Beaux-Arts de Montréal à travers l'exposition de l'univers au creux des mains. Voici Nolwenn Bihan avec les détails. Tous ces objets qui sont là sont ocarinas qui font de musique. La première chose qui s'est passée dans la création du monde, c'est la musique. La musique a créé tout. Plus qu'une exposition, l'univers au creux des mains est un voyage sensoriel.
À travers leurs mélodies et leurs arts, la communauté colombienne des Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta présente leur conception du monde. Une façon de laisser entendre les voix autochtones sur les réalités et enjeux actuels. Usuellement, on voit des objets de culture ancienne comme des objets historiques. On pense, c'est date, et ils font ça. Mais ces objets ne sont pas pensés comme ça. Et ce qu'on peut découvrir dans cette exposition, c'est une nouvelle manière d'entendre, de comprendre. Bijoux, sculptures, vaisselle, à travers ces quelques 400 œuvres fabriquées et imaginées par les Arhuacos et exposées au Musée des Beaux-Arts de Montréal, les visiteurs pourront découvrir les valeurs de la communauté, basées entre autres sur le respect de la nature, l'humanité et les énergies ancestrales. La grande majorité, presque la totalité des œuvres n'ont jamais voyagé au Canada. Il y a 3 prêteurs principaux, donc près de la moitié des œuvres viennent directement de Colombie, du Museo del Oro. L'exposition est la plus importante collection d'œuvres d'art colombiens à être présentée à l'extérieur du pays. Mais il y a quelques années, la collaboration artistique entre le musée et la communauté des Arhuacos rend l'échange culturel d'autant plus inédit ici au Canada. Je pense que les musées comme institutions prêteurs, mais aussi les Arhuacos au niveau du message étaient intéressés à participer au projet pour transmettre le message et donc à ce que les œuvres voyagent ici. On espère bien aussi, lorsque le visa le permettra, que les Arhuacos viennent ici pour faire des retrouvailles avec les œuvres et les alimenter. En attendant que les Arhuacos puissent venir découvrir leurs œuvres exposées à Montréal, l'exposition L'univers au creux des mains est ouverte à tous et à toutes à partir du 3 juin et ce, jusqu'au 1er octobre. Nalouen Billan, Nouvelle nationale d'Apitienne, Montréal. Au retour, en entrevue, le chef d'Equanichit, Jean-Charles Pietacho. Soyez là. Bienvenue. En entrevue cette semaine, Shushan Bacon s'entretient avec le chef Jean-Charles Pietacho d'Equanichit, dû à l'apparition d'une fissure sur le pont Touzel sur la route 138. Sa communauté est maintenant isolée des services essentiels tels que la livraison de nourriture et les soins médicaux. Le pont devrait être réparé d'ici cette fin de semaine. Le voici. Quoi, Inujmo, Jean-Charles Pietacho, bienvenue aux Nouvelles nationales de la PTN. Bienvenue à tous. Jean-Charles, en ce moment, tu nous parles de cette île. Tu n'es pas dans ta communauté à Equanichit. Mais écoutez, ça s'est passé très vite. Nous rendions le 30 mai dernier à notre rendez-vous médical pour la dialyse à ma conjointe à Sept-Îles, à l'hôpital de Sept-Îles. Et lorsqu'on est arrivé sur le pont Touzel à Sheldrake, on nous a arrêtés, on nous a simplement informés pour nous dire qu'on ne pouvait pas passer sur le pont, qu'on devait retourner vers ma communauté à cause que le pont était instable actuellement. Là, ça l'est encore. Et nous sommes retournés dans la communauté et vous savez, ça s'est comme précipité. Mais nous, parce que ma conjointe, c'est un besoin d'être dialysé, c'est une question de survie et il ne faut pas manquer plusieurs dialyses. Et d'ailleurs, on s'est organisé avec les 6 Côtes-Nord, avec surtout notre centre de santé à Equanichit qui ont pris tous les moyens nécessaires pour qu'on puisse se rendre à la dialyse de jeudi. Donc, le lendemain, ils nous ont placés sur un vol commercial entre Havre-Saint-Pierre et Sept-Îles. Et elle a pu faire sa dialyse hier, toute la journée. Et les infirmières étaient très, très contentes de la voir, surtout. Là, il ne faut pas manquer trop de dialyse, comme j'ai dit, c'est important. Et je suis actuellement à Sept-Îles, puis il y a d'autres événements qui concernent la communauté et la ville de Sept-Îles. Mais je suis en même temps, j'assiste à toutes les rencontres du Comité Sécurité civile Québec
au niveau des mesures d'urgence depuis le début, mais c'est sûr que la première chose qu'on voulait savoir, c'est l'état actuel d'avancement d'inspection au niveau du pont. Au niveau de la santé, ceux qui avaient des rendez-vous comme nous autres, de prioriser ces gens-là. Après ça, le ravitaillement. Dans tous les dépanneurs, même dans le grand magasin de tradition, il n'y avait plus de pain ni de lait, l'essentiel dont les gens ont besoin, ainsi que l'essence. Mais l'essence, c'est comme, oui, il en manque, mais ce n'est pas ça la priorité. Je pense que ça, c'est tout en place. Puis en plus, on a un pont aérien entre Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre, pour, encore une fois, les gens qui ont des rendez-vous, soit à Québec ou à Montréal ou à Sept-Îles même, puis même le retour de nos gens qui étaient partis à l'extérieur, c'est un service qui est donné gratuitement par sûrement le gouvernement du Québec. Puis ça, je pense que c'est un besoin parce qu'il y avait beaucoup de gens. Moi, j'en avais 15 qui attendaient pour revenir vers ma communauté. Tout ça, c'est en place, c'est comme régularisé. Là, actuellement, là, je pense que l'important, c'est qu'on reçoive le ravitaillement auquel les enfants, surtout au niveau du lait maternisé, les couches, ainsi que les besoins essentiels dans une communauté. On me dit actuellement, aujourd'hui, cela doit arriver à notre dépanneur et je pense que c'est le régulier en autant que possible. Ils vont le faire, c'est un 737, un avion qui ont nolisé pour permettre le ravitaillement au niveau alimentaire et ça, je pense que c'est chapeau là, parce que c'est pas évident là, le pont. C'est le seul lien qu'on a. On peut même pas utiliser un chemin forestier. C'est le seul lien. Puis je pense que les gens, ils vont être informés de cette situation-là qu'on vit actuellement. Là. Le pont, les feux, puis tout ce qui entoure ça. Là. J'espère qu'on n'aura pas d'autres choses par-dessus ça. Là. Je pense que c'est déjà beaucoup. D'ailleurs, moi, je suis en attente d'une décision. Est-ce qu'on reste à Sept-Îles pour la dialyse? Est-ce qu'ils vont nous ramener à Québec? Parce que les dialysés, c'est essentiel qu'il y ait des machines. Admettons, j'espère que non, dans l'hypothèse que la ville est évacuée. Là, on va avoir une problématique. Dans notre cas, il va falloir qu'on se rende le plus rapidement à Québec parce que les machines sont fonctionnelles là-bas. C'est un peu la situation auquel on vit, puis on s'occupe de... Malgré que je suis ici, je m'occupe de la communauté, puis j'ai mon comité local d'urgence est en action avec le Service autochtone Canada et sécurité civile aussi. Parce que c'est pas évident. Au moment où on se parle, là, il faut juste que les gens restent calmes. Comme je dis, s'il y a un arrivage de ravitaillement, là, quand même, tu aurais 10 peignes de lait, là, ça donne rien. Il va y avoir un autre arrivage. Donc, c'est le partage, l'entraide qu'il faut qu'ils reviennent. Il faut que tu penses aux autres, aux enfants. Mais toi, mettons, tu es un couple, tu achètes 10 laits, ça donne quoi? Tandis qu'à côté, il y a des enfants là, qui ont peut-être plus besoin que toi. Là, il faut revenir à l'essentiel parce que l'essentiel actuellement, c'est vraiment d'avoir le ravitaillement puis le fait qu'ils puissent voyager entre Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre pour des raisons médicales en priorité. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous partager. Merci. Madame Inaudimo. Oui, Yamel aussi. Yamel. C'est ce qui conclut le bulletin de Nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Emilia Fournier. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.